Très bien, donc bienvenue. Alors, on est sur une dernière conférence pour cet horizon UX sur l'UX Writing. On a vécu pas mal de choses depuis le début. Je vous inviterai à revoir si vous n'avez pas forcément tout revu. On a eu des visions très différentes du métier du UX Writer et de la compétence du UX Writing. Ça va être intéressant, on va être un peu au cœur de ces discussions aujourd'hui avec Camille qui va nous présenter de manière un peu plus globale comment elle voit l'UX Writing, comment elle le pratique aujourd'hui, puisque du coup, Camille, je vais te laisser te présenter, mais tu fais ce métier-là depuis un certain temps, et donc on va profiter de cette heure d'échange qu'on a entre nous pour que tu puisses nous apporter pas mal de choses. N'hésitez pas à poser vraiment toutes les questions qui vous viennent à l'esprit vis-à-vis de cette compétence, ce métier et de son impact qu'il peut avoir dans la pratique de l'UX design et des projets en général, puisqu'on va se concentrer quand même pas mal sur l'univers produit avec toi, Camille. Donc, n'hésite pas, présente-toi un petit peu qu'on te connaisse mieux. Bonjour à tous. Alors, j'avais prévu un petit peu ça dans la presse, mais un peu spoilé dès maintenant. Donc, enchantée. Donc, je suis Camille Promera. Je suis X-Writer et Content Designer freelance. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'exerce ce métier et 15 ans que je suis rédactrice, on va dire de manière plus globale. Donc, je suis arrivée au métier du X-Writer en étant embauchée chez Deezer en 2012 pour justement m'occuper de ce qu'on appelle toujours un peu maintenant les mots dans le produit. Et en fait, durant 5 ans, j'ai monté l'équipe rédaction et localisation, qui était une sorte de mini-agence au sein de Deezer, pour fournir les wordings les wordings de l'application, du site web, mais aussi de tout ce qui était objet connecté. Et surtout, une grosse partie de notre travail en tant qu'équipe, c'était aussi de fournir la version multilingue de l'application. Deezer, à l'époque, était disponible en plus de 30 langues. Donc, c'était un travail qui était systématisé, presque industrialisé. Donc, ça, c'était un travail passionnant. Et depuis quelques années, je suis à mon compte en tant que rédactrice UX et content designer. Et je travaille pour des entreprises SaaS, plutôt B2B, en général des entreprises qui ont en tout cas en commun d'avoir identifié une problématique de contenu, de création de contenu, et qui ont envie en fait d'intégrer le contenu au processus de création, de design et de conception produit. Donc c'est un peu de ça dont je vais parler aujourd'hui. Voilà. Top. Génial, on va pouvoir commencer. Juste avant ça, je te rappelle un tout petit peu ce qu'on a pu vivre, Oui, nous, en début de semaine. Donc, on a eu une première conférence avec Julie Humès, qui est UX designer, qui est, comment dire, créatrice d'une agence. Et donc, elle nous a donné plutôt une perspective en tant que UX designer, comment intégrer cette compétence du UX writing dans tous nos process. Donc, elle a fait ce travail-là pour essayer de voir comment on pouvait donner un peu plus d'amplitude à des expériences map en intégrant le vocabulaire employé, le vocabulaire espéré et qu'on aimerait amener. Pareil sur les personas et différents ateliers qui pourraient nous amener à faire de la conception bah, avec un temps d'avance en fait sur ce contenu et ne pas l'amener beaucoup plus tard. On a vu un petit peu ça aussi avec Noémie Lecor qui nous a parlé plutôt de hiérarchisation de l'information et qu'historiquement, selon elle, on était plus dans cette veine-là. Pardon, j'ai récupéré un peu ma voix, mais pas encore top. On a parlé aussi beaucoup d'accessibilité, c'était intéressant, alors que ce soit avec Mike Winnicott ou avec Chloé Béguin, on a parlé vraiment au cœur de ça, puisque comment dire, Mike a intégré ça à l'intérieur des design systems, le fait d'avoir du contenu non genré, et donc aussi dans la pédagogie qu'il amenait dans ses équipes, il faisait cet aspect-là vraiment la base de son action. Et donc c'était intéressant parce qu'on discutait hier encore avec Amandine Agic sur ce parallèle entre l'un des piliers qui, selon elle, était l'accessibilité. Et dans sa pratique, c'était ça. Et donc aussi la position des équipes accessibles au sein des projets qui arrivaient malheureusement aussi un peu tard. Et donc c'est une perception qu'elle avait. Et bien entendu, comme les UX designers, les UX writers ont envie d'être très très tôt, même déjà dans le cadrage, pour commencer à donner cette petite patte. Donc voilà, on a vécu un tour d'horizon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu donc ça comme un métier, comme une compétence supplémentaire. Et on a essayé de se poser les questions en tant que UX designer junior ou senior, mais qui n'a pas
la possibilité d'avoir dans son équipe un UX Writer, comment s'en sortir et comment donner un terreau fertile potentiellement à des UX Writers qui arriveront par la suite. Donc voilà, c'était un peu l'angle des différents débats et différentes discussions qu'on a pu avoir. Et donc, on en arrive là avec toi. Et je vais te laisser donc, prendre la main Ok, bon, là-dessus. ça a été déjà très complet. J'ai pas pu tout suivre, mais il y a déjà un beau panorama, en tout cas, du métier. Hmm. Alors, je vais partager mon écran. N'hésitez pas à me dire si tout se passe bien. C'est bon? Tout le monde voit ma belle présentation? Parfait. Donc, mon talk aujourd'hui, ça va être de présenter l'UX Writing dans le contexte d'une équipe design ou d'une équipe produit, justement pour voir comment on peut intégrer l'UX Writer et enfin, le métier et la discipline au process de conception de produit. Donc, comme j'ai dit, j'ai un petit peu spoilé cette partie-là. Donc, je suis UX Writer depuis environ 6 ans. Il faut savoir que j'ai une formation de rédactrice-traductrice. J'aime toujours parler de ce point-là parce qu'à mon avis, c'est important de montrer qu'on arrive à l'UX Writing par plein de chemins. C'est-à-dire qu'on peut venir de l'UX Writing en étant un rédacteur web, un traducteur, quelqu'un qui travaille au sein d'un support client, mais aussi du product design. Vraiment, c'est un métier qui est tellement nouveau et qui est tellement chouette qu'on peut vraiment venir de plein d'endroits différents. Et je suis toujours en apprentissage parce qu'il ne faut pas se le cacher, les métiers du design évoluent très vite. Et donc, c'est aussi ça qui fait la magie de ce métier, c'est qu'on apprend de nouvelles choses tous les jours. On se pose des questions auxquelles on n'aurait jamais pensé. Et c'est aussi ça qui fait la richesse de ce métier. Et en termes de clients, j'en ai un petit peu parlé. J'ai travaillé pendant un bon moment chez Deezer. Et depuis que je suis à mon compte, je travaille, comme je dis, plutôt chez des grandes, au sein de grandes structures, pardon, comme Content Square, Criteo ou Accor. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'UX Writing? Je pense que déjà depuis le début de la semaine, on a dû vous bombarder de définitions, donc j'en rajoute une supplémentaire. Pour moi, l'UX Writing, c'est le fait de penser et écrire les mots employés dans les interfaces pour guider les utilisateurs dans un produit et les aider à interagir avec celui-ci. Vous pouvez voir que je n'ai pas mis le mot écrire en premier dans cette définition, tout simplement parce que notre métier, ce n'est pas un métier de plume, ce n'est pas un métier de gratte-papier, entre guillemets. Notre rôle, c'est vraiment de penser, de concevoir, de réfléchir à la manière dont on va s'adresser à l'utilisateur, de comment on va lui parler, où, quand, comment, mais notre rôle, c'est pas vraiment, voilà, j'aime beaucoup, je sais que on ne fait pas très régulièrement, mais de vomir des mots au kilomètre sur des interfaces. Donc évidemment, notre métier a de writing, a writing dans son titre, parce qu'en effet, nous, ce qu'on attend de nous, c'est de livrer des mots, mais il y a aussi la partie UX, expérience. Donc c'est pas juste écrire, c'est vraiment écrire pour l'expérience, qui est un petit peu différent peut-être que du rédacteur web. Donc, on pourra débattre de ça après, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui étaient là hier, donc je crois qu'il y a eu cette question justement sur les nuances, la différence de content design et UX writing. Alors, en effet, dans le grand monde du contenu, il y a vraiment des nuances entre les différentes disciplines du contenu. Pourquoi j'insiste sur le terme discipline? Parce que pour moi, toutes ces choses là que je liste sont les différents aspects d'un même métier. C'est-à-dire que pour dérouler cette slide, la première discipline du monde du contenu, c'est la stratégie de contenu, ce qu'on appelle content strategy. C'est en gros la définition du message qu'on veut faire passer sur un canal et à un moment précis. Ce qui veut dire que ça ne touche pas seulement l'interface et le produit, mais aussi les emails, les notifications. Finalement, c'est l'expérience de contenu que l'utilisateur va avoir tout au long de sa vie dans un produit. Ensuite, on a ce qu'on appelle le content design, donc le fameux design de contenu. Là, on ne pense pas ni en message ni en mots, mais en termes de contenu en lui-même. C'est-à-dire quel contenu on présente à l'utilisateur. Donc, plutôt de parler de mots, de phrases, de wording, l'idée, c'est de réfléchir à la meilleure manière dont on va présenter un message.
Donc, un exemple, on pourrait lister, je ne sais pas, une centaine d'adresses sous la forme. Je vous donne un exemple bien concret. Par exemple, si on prend l'appli Stop Covid, il y avait la possibilité de trouver un centre de vaccination le plus proche de chez soi. Donc ça, on aurait pu représenter cette information par un grand tableau avec toutes les adresses de centres de vaccination proches, on va dire en France. Sauf que ça, c'est une réflexion, on représente une solution sous forme de mots. Alors qu'en fait, si on parle en termes de contenu, on va se dire, OK, le contenu peut-être plus accessible pour l'utilisateur, c'est une carte avec des points rouges qui indiquent tous les centres, une carte sur laquelle l'utilisateur peut zoomer pour voir le centre le plus proche de chez lui. C'est ça un peu la différence entre le content design et l'UX writing. L'idée, c'est de penser contenu. Quel contenu va être le plus percutant et le plus facile à comprendre pour un utilisateur? Et enfin, on a l'UX writing, qui est finalement peut-être le terme le plus connu en France ou même à l'étranger. Et là, c'est vraiment les mots qu'on emploie sur les interfaces. Là, il n'y a pas de question, c'est vraiment des termes, les mots, les phrases. Alors, pourquoi je trouve que c'est une querelle qui est intéressante d'avoir dans notre domaine du contenu, mais qui n'est pas essentielle. Évidemment, comme tout bon rédacteur, on a envie d'être précis sur les termes qu'on emploie, c'est-à-dire on appelle un chat et pas un chien. Mais en vrai, l'important actuellement en France, dans les boîtes tech ou dans les grands groupes, c'est qu'en fait, quelqu'un se soucie surtout du contenu et des mots employés dans une interface. Pour vous donner un exemple, à l'heure actuelle, chez certains clients, finalement, il y a cette épiphanie, cette prise de conscience autour du contenu, elle est vraiment ultra récente. Donc, évidemment, on pourrait leur dire, oui, mais vous avez plutôt besoin d'un content designer ou d'un UX writer ou d'un content stratégiste. La vérité, c'est que ce qui est surtout important, c'est que les entreprises aient cette prise de conscience de l'importance des mots, du contenu, de l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'utilisateur. Donc, il y a on va dire ce point de vue entreprise, mais il y a aussi le point de vue équipe. Comme Pierre l'a dit un petit peu en intro, il y a beaucoup d'entreprises en fait, qui aimeraient beaucoup avoir un UX writer dans leur équipe. Sauf que ce n'est pas possible pour plein de raisons, pour des raisons de budget, des raisons de priorité. Et donc, au final, c'est surtout important que dans ces équipes-là, il y ait quelqu'un qui y fasse attention, ou plusieurs personnes qui y fassent attention et qui aient conscience que les mots sont importants dans l'expérience. Pareil, ça, on pourra en parler après. Donc, que fait l'UX Writer? Alors, ça, c'est une métaphore qui peut donner un petit peu fin à cette heure-ci. C'est une métaphore en fait, qui m'a été suggérée par Amandine, que certains d'entre vous ont pu voir hier en talk. Vous connaissez, je pense, dans toutes les presses uniques, il y a cette slide avec l'iceberg, avec le petit bout qui dépasse et malheureusement la partie basse qui représente toutes les tâches cachées qu'on ne fait pas. Alors, elle marche très bien, mais en discutant avec Amandine, on s'est rendu compte que la métaphore du pain au chocolat, mais ça peut être la baguette, ça peut être n'importe quelle bonne chose qu'on a envie de manger, c'est qu'en fait, c'est un truc qui est, si on achète un pain au chocolat, on le mange en 10 secondes et en fait, on ne s'est même pas rendu compte de tout, au final, de tout ce qu'il avait fallu pour le concocter. Donc, je m'explique. Pour faire un pain au chocolat, il faut des bons ingrédients. Il faut aussi du temps pour que la pâte feuilletée s'élève. Il faut un boulanger qui se soit levé très tôt pour s'occuper de ça. Il faut du bon matériel pour le cuire. Il faut quelqu'un aussi qui l'achalandre bien dans la vitrine. Et en fait, ça, on n'y pense même pas quand on rentre dans la boulangerie et pour 1 euro, on achète ce petit pain au chocolat. Et l'expérience utilisateur, c'est un petit peu la même chose. Tout simplement parce qu'en fait, comme je pense que les élèves côté école multimédia, mais aussi les UX designers ou writers qui sont dans la pièce, moins on nous voit, mieux c'est. Donc au final, que fait un UX writer? Évidemment, je ne vais pas vous surprendre, il rédige, mais pour être transparente, la rédaction, c'est peut-être 20 à 25% de mon temps de travail. Le reste, il se découpe entre toutes ces tâches. Donc, mon travail, c'est surtout de concevoir des interfaces utilisateurs. Par le mot conception, on va en parler un peu plus tard. La conception, je mets le wireframe, le mock-up, le user flow, tous les outils qui vont être utiles aux designers.
C'est-à-dire qu'en tant que rédactrice, je peux travailler, je peux dessiner un wireframe avec du contenu, je peux modifier un mock-up, je peux créer un prototype, parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, dans l'UX Writer, il y a UX, et donc je me dois de maîtriser les outils UX. Je travaille en équipe avec des UI et des UX, parce que je travaille sur la partie expérience, donc UX, quel contenu on va mettre à quel moment dans le tunnel utilisateur, mais aussi UI. Comment je rédige un composant spécifiquement, quelles sont les contraintes liées au multilingue. Donc, en fait, il y a vraiment, je travaille avec on va dire, les deux aspects de la conception de l'expérience. Dans le travail du UX-Writer, il y a aussi un gros travail d'analyse. Amandine, on a parlé un petit peu hier. En fait, notre métier, il est beaucoup plus statistique que créatif, c'est-à-dire que ce qu'on va rédiger, on va le tester, l'éprouver pour faire en sorte que ce qu'il y a sur l'interface, c'est ce qui est le plus utile et le plus efficace pour l'utilisateur. Donc, si on a écrit une super phrase, même si on l'adore, si les utilisateurs ne la comprennent pas, on la supprime, on la réécrit. Et ça, c'est vraiment notre vie de rédacteur, c'est de ne pas s'attacher aux mots qu'on va produire, mais vraiment faire en sorte de les tester en permanence pour que l'interface soit la plus efficace possible. Donc, on teste notre travail, on écoute les retours. Donc, les retours, ça peut être les retours utilisateurs, mais ça va être aussi les retours de la part des équipes en interne. Donc, on va écouter ce que nous dit notre designer, notre PM, éventuellement le marketing sur certaines fonctionnalités. Donc, ça, c'est important aussi de savoir bien écouter, de savoir répondre à certains retours, d'en intégrer certains, mais d'en repousser d'autres. Donc, c'est la part un peu politique de notre travail. Ça m'amène au point suivant, c'est travailler de concert avec les équipes marketing. Il faut savoir que, je ne vais pas vous surprendre, que la relation de produit et marketing, elle n'est pas tout le temps évidente parce qu'au final, on n'a pas exactement le même objectif, métier. Mais il se trouve que les mots, c'est souvent par ce biais-là qu'on humanise le produit. Ce qui fait qu'évidemment, ça va beaucoup intéresser les équipes marketing parce qu'elles vont pouvoir faire passer une tonalité de marque, de l'émotion. Et donc, c'est un point dans notre métier, notre position en tant que facteur, c'est un point d'entrée dans le produit. Donc, c'est ça qui c'est hyper important plutôt que de dire non, je should not pass, l'équipe marketing, moi je travaille avec l'équipe produit, on ne s'écoute pas. Là, c'est justement d'aller vers les équipes marketing, d'essayer de récupérer toutes les infos qu'elles peuvent avoir pour nous sur les utilisateurs, ce qui les intéresse, leurs besoins, mais aussi récupérer les brand guidelines pour pouvoir les adapter aux produits et justement avoir cette place de pivot entre produit et marketing. Je précise, le rôle du UX-Writer a tendance à être dans les équipes produits et pas marketing. Mais il n'empêche qu'on ne travaille pas tout seul, on ne vit pas sur une île déserte, donc c'est important aussi de créer ce lien. Une grosse partie aussi de notre travail, ce dont Mike a parlé visiblement en début de semaine, c'est la création de guidelines rédactionnelles. Donc ça, c'est peut-être le premier niveau de notre boulot, c'est-à-dire de lister des grands principes de rédaction qui peuvent être utilisés par d'autres équipes qui rédigent. Donc ça peut être les PM, les designers, mais le niveau au-dessus, et ce qui se fait de plus en plus, et ce qui est vraiment hyper intéressant pour nous, c'est de travailler au sein du design system et d'ajouter une couche contenu à chaque composant. C'est-à-dire que depuis des années, les entreprises travaillent sur une systématisation, en tout cas une modélisation de la manière dont ils codent, de la manière dont ils design. Et c'est intéressant aussi de penser la rédaction comme ça. Tout simplement parce que si on ajoute le contenu au design system, on va solidifier une pratique et surtout, on va réfléchir peut-être une bonne fois pour toutes à certaines questions, à certains points de tension, trouver une solution ensemble. Ce qui fait que si le problème se produit ou on va dire on a besoin de rédiger une modale, on a besoin de rédiger un bouton, on ne sait plus comment formater un message d'erreur, on a un endroit où on va avoir cette information. Ce qui fait qu'on va travailler plus vite, on va faire moins d'erreurs et on va pouvoir en fait concentrer, on va pouvoir garder tout ce temps qui nous est hyper précieux pour réfléchir à des choses plus importantes comme l'expérience utilisateur au global. Et enfin, on rédige parce que c'est bien beau, mais à la fin de la journée, notre livrable, c'est des mots. Et ces fameux mots dans l'UX, en gros, ils ont 4 fonctions principales.
tout d'abord, ils vont pousser les utilisateurs à avancer dans un produit. Notre rôle, ce n'est pas de distraire l'utilisateur, de lui vendre quelque chose, c'est finalement de l'emmener d'un point A à un point B. Vraiment, j'insiste là-dessus, le but, c'est qu'il ne nous remarque pas, c'est vraiment de l'accompagner, de lui tenir presque, d'être un peu une main fantôme qui l'accompagne dans son expérience. Deuxième chose, c'est que les mots aident les utilisateurs à résoudre des problèmes rapidement. On ne va pas se mentir, en tant qu'utilisateur, quand quelque chose se passe mal, on n'a pas envie de prendre son téléphone, d'appeler un service client, d'envoyer un mail. Ce qui est intéressant, c'est finalement de le guider pour résoudre ces problèmes tout seul. Ça fait gagner du temps, c'est moins frustrant pour l'utilisateur, il n'y a pas de friction. Et il faut aussi savoir que quand un message d'erreur va être bien rédigé, de manière claire, transparente, efficace, l'utilisateur il va moins voir cette friction produit. Troisième chose, les mots aident à renforcer la confiance dans le service. C'est-à-dire que si on choisit bien les mots, qu'on parle de manière claire, concise, efficace, ça va créer une relation tout simplement avec l'utilisateur. Et si on fait attention à l'orthographe, à la langue qu'on emploie, si on fait bien attention, par exemple, à ne pas mélanger de l'anglais et du français sur une même plateforme, en fait, on va avoir une confiance, tout simplement, comme dans la vraie vie. Si on rencontre quelqu'un une première fois et il nous inspire confiance, si la personne nous parle de manière correcte, s'intéresse à nous et parle de manière cohérente, tout simplement, on y a un contact plus facile. Quatrième point, les mots humanisent l'expérience grâce à une voix et un ton cohérent. Donc ça, c'est la partie, on va dire, sur laquelle je l'avais en dernier, parce que pour moi, c'est une sorte de nice to have. C'est-à-dire que pour les UX designers, les product managers qui sont dans la salle, la salle virtuelle, il est surtout important de se concentrer sur ces 3 premiers points. Par contre, quand on est UX writer, ça fait partie intégrante de notre métier de s'occuper de la voix et du ton. Mais c'est quelque chose au final qui est peut-être un peu secondaire dans l'expérience. Il vaut mieux un produit clair, concis, efficace qu'un produit qui a voulu se rendre humain en ajoutant des emojis, des blagues, des bons mots et qui au final manque de clarté. Donc évidemment, nous, en tant que rédac, on va travailler la voix du produit, on va faire varier le ton de nos messages en fonction de l'état d'esprit de l'utilisateur ou de la situation à laquelle il fait face. Mais on va dire que si dans votre entreprise, il n'y a pas du X-Writer et que vous commencez à vouloir installer cette pratique, ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. Pareil, on pourra en parler à fond. J'ai un peu spoilé ça aussi. Ouais. Camille, juste, il y avait 2 petites questions qui étaient alors attends, vues. je les regarde, bien sûr. Ouais. Est-ce que je travaille avec les équipes SAV? La réponse est oui. C'est même une source d'information précieuse pour nous en tant que UX-writer, parce qu'en fait, si par exemple un jour on se retrouve à avoir une nouvelle fonctionnalité sort et on se retrouve avec un pic de mail au support client, ça veut dire que quelque chose n'est pas clair dans l'expérience. C'est peut-être les mots, c'est peut-être le design, c'est peut-être les deux. Et en fait, c'est hyper intéressant aussi d'avoir accès à ces données-là parce que les utilisateurs vont peut-être utiliser un vocabulaire différent de celui qu'on emploie dans le produit. Donc, il y a vraiment, c'est une mine d'or pour nous, comme je disais, en termes de terminologie, en termes aussi d'état d'esprit de l'utilisateur. C'est-à-dire que si on se rend compte que la majorité des utilisateurs sont très frustrés en utilisant une fonctionnalité, on sent que peut-être la manière dont on leur parle n'est pas bonne ou que vraiment le design n'est pas bon. Donc, en effet, oui, Cécile, on travaille avec les équipes SAV. Quand j'étais chez Deezer, c'était la première équipe vers qui j'allais, en fait, quand j'avais besoin de savoir quelque chose, c'est-à-dire si je devais retravailler une fonctionnalité. J'allais voir le support client en mode, les utilisateurs, ils ne comprennent pas ça, qu'est-ce qu'ils vous disent, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on refasse, qu'on réécrive. Donc oui, c'est vraiment une très, très bonne source d'infos. Et même, je pense que des personnes qui travaillent au support client sont des candidats potentiels à une reconversion vers l'UX Writing, tout simplement parce que vous êtes habitués à rédiger de manière claire et concise, de vous mettre à la place de l'utilisateur, c'est-à-dire vous savez répondre à un utilisateur frustré, mais aussi à un utilisateur content, un utilisateur qui va en savoir plus sur un produit. Donc, en fait, ça fait de vous des candidats parfaits parce que toutes ces compétences que vous avez, elles sont transposables en UX. Il faut juste
appliquer ses compétences, on va dire, dans une nouvelle sphère. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Cécile. Ok, super. Et Sylvie, pourrais-tu montrer à quoi ressemble concrètement la couche rédactionnelle dans un design system, s'il te plaît? Alors, je ne peux pas forcément te montrer, mais on va essayer d'en parler. Donc, est-ce que déjà dans la salle, tout le monde sait ce qu'est un design system? On va peut-être repartir de là. C'est quelque chose que moi, je ne connaissais pas il y a quelques années, donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Pas de réponse, ça a l'air d'être OK. Donc, souvent dans un design system, si je prends l'exemple du bouton, bon, bah, design system, la couche design va dire, OK, ben, le bouton principal sur notre produit, il est comme s'il est rectangulaire, mais par contre, il a des coins légèrement arrondis, il est orange, et on va dire, si c'est un bouton secondaire, on le met blanc. Voilà, ça, c'est la couche design. Ensuite, la couche dev, ça va être dire un bouton, il se code comme ça. Si l'écran, par exemple, doit être redimensionné, ben, le bouton va réagir comme ça, il va être resserré comme ça, de tant de pixels, etc. Ça, c'est la couche design, la couche dev, pardon. Et la couche finalement rédactionnelle, c'est un peu d'anticiper le comportement du bouton ou ce qu'on va mettre sur le bouton. Donc, nous, en tant que rédacteur, on peut dire, OK, ben, tous les boutons seront à l'infinitif et commençons par un verbe à l'infinitif. S'il est nécessaire de compléter, ce sera un verbe avec un complément. On pourra dire aussi que certains boutons, dans certains cas, peuvent avoir une icône. Donc, nous, en tant que rédacteur, on va un peu décider du formatage de notre rédaction. Ce qui fait que l'application d'un design system, c'est un nouveau rédacteur arrive dans l'équipe. Il doit rédiger une page où il y a 25 boutons, par exemple. Je n'espère pas, mais un exemple un peu irréel. Et ben, il se réfère à cette page et il dit, ah ok, donc dans la boîte Toto, les boutons, ils sont formatés comme ça. Ok, donc moi, je vais les formater pareil. Ce qui fait que en fait, ça garantit, une cohérence rédactionnelle, mais aussi visuelle, parce que tous les boutons vont se ressembler. Et ce qui a aussi entraîné un allègement de la charge cognitive de l'utilisateur, tout simplement parce que quand on est habitué à avoir un élément formaté d'une certaine manière, on va réfléchir plus vite et donc on va agir plus vite. Est-ce que je réponds à ta question, Sylvie? Oui, super. Bon, alors je continue, puis n'hésite pas, Pierre, si tu vois des questions et tu penses que c'est le bon moment pour interrompre. Ouais, pas de souci. Et il y avait juste Mike Ouais, Winnicott qui nous avait partagé le design system de GetAround, ouais, qui super, était, je le remets en lien, mais n'hésitez pas à aller voir ce qu'il a fait aussi. super. Alors, côté UX Writing, donc on a en gros on va dire cinq piliers dans notre pratique. C'est le fait d'être clair. Donc, en effet, on va faire en sorte que notre message soit 100% transparent, qu'il n'y ait pas d'interprétation possible. On n'utilise pas des métaphores, on n'utilise pas on va dire de références qui pourraient être mal comprises. Donc, ça, c'est la clarté. Il y a aussi la concision. La concision, je pense que la plupart des personnes qui sont ici, on leur a, soit vous avez dit à un rédacteur, fais plus court s'il te plaît, ou alors un rédacteur c'est entendu dire non, j'ai 12 caractères sur ce bouton max, s'il te plaît, c'est obligé, fais au plus court. Alors on parle, nous, de concision, c'est-à-dire que la concision, c'est un peu différent du fait d'être court, c'est qu'en fait, on doit être le plus court possible, mais aussi faire passer l'information. Je vais vous donner un exemple. On pourrait dire sur un bouton inscription. En effet, inscription, c'est clair, c'est très court, etc. Sauf que dans certains cas, on pourrait mettre par exemple inscription gratuite, tout simplement parce que ça va inciter les utilisateurs à cliquer de manière un peu plus pressante. Donc ça, c'est la concision. C'est-à-dire que c'est un peu plus long, mais il y a une information complète intéressante pour l'utilisateur. Donc ça, c'est toujours un arbitrage à avoir avec le designer et c'est en général là où on peut un peu batailler. Le troisième point, c'est le fait d'être utile. Ce qui peut surprendre beaucoup de designers quand on travaille avec nous, c'est qu'en fait, notre rôle, ça va surtout être d'enlever des choses. Par exemple, sur une landing page, on peut récupérer parfois des maquettes avec un titre, un paragraphe, ou un titre, un sous-titre, un paragraphe, un bouton, alors qu'en fait, on a juste une idée à faire passer et peut-être qu'elle passerait dans un titre, simplement dans un titre. Et ça, c'est notre travail. Nous, on ne met des wordings sur Interface que s'ils sont utiles. OK ?
Quatrièmement, évidemment, c'est l'utilisateur d'abord en permanence, comme pour n'importe quel métier de l'UX. On doit faire en sorte que tout ce qu'on met sur notre interface soit utilisateur, pense à l'utilisateur, son état d'esprit, sa situation, éventuellement connaître ses angoisses, ses besoins. Voilà, ça c'est, on va dire, la démarche UX appliquée à l'UX Writing. Et le cinquième, c'est un peu comme le quatrième point de tout à l'heure, c'est la conformité à la marque. Pour moi, c'est évidemment très important quand on est UX writer de métier. C'est-à-dire que notre rôle, c'est de faire en sorte que le ressenti client, en tout cas que l'expérience client n'ait pas de, on va dire, n'ait pas de cassure entre le marketing et le produit. Donc, il faut travailler en effet la manière de parler. Mais il n'empêche que dans une équipe où il n'y a pas de UX writer professionnel, il faut d'abord se concentrer sur la clarté, la concision et le fait d'être utile. Tout simplement, je vois la question de Louis Romain. Tu m'amènes un super exemple. Les icônes, les emojis, c'est souvent vu comme une manière d'humaniser l'expérience, de rendre l'expérience un peu rigolote. Peut-être, du coup, quand on a une marque un peu cool, de se rendre aussi un peu cool dans le produit. Je vous donne un exemple. Mon syndic de copropriété a ce genre de pattern, c'est-à-dire que dans tous leurs emails, il y a des emojis à la fin de toutes les phrases, parce que justement, ce syndic se veut un peu jeune, un peu disruptif. Sauf que quand dans la copropriété, il y a un énorme dégât des eaux, ou que le chauffage, où il n'y a plus d'eau chaude le dimanche matin, on n'a pas envie d'avoir un email avec des coucous, des cœurs, ou des cœurs brisés en l'occurrence. Ça exaspère. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est très important de travailler la conformité à la marque quand on est à l'aise avec ça et qu'on a le temps de bien le faire. Et donc, oui, Romain, comme je te disais, tout ce qui est emoji, icône, ça fait partie de mon métier dans le sens où c'est un contenu comme un autre, c'est une manière de faire passer une information, les icônes et les emojis. Donc, c'est aussi à moi d'arbitrer le fait, en gros, de décider si c'est nécessaire ou pas. Et autre point aussi, à un moment donné, je crois qu'on a parlé un petit peu hier de la performance du contenu. On oublie souvent en tant qu'utilisateur que notre travail n'est pas quantifiable, que c'est un nice to have, qu'au final, c'est subjectif le contenu. Alors, il faut savoir que, évidemment, il y a une partie subjective entre deux versions, mais il faut savoir que traquer la performance du contenu, c'est possible, tout simplement avec des outils, des tests, etc. Et ça, c'est une analyse qu'a fait Nielsen Norman Group, qui est un grand cabinet de consulting UX. C'est que lorsqu'un texte est clair et concis, l'engagement peut augmenter de 124%. Donc, vous pouvez imaginer que dans une entreprise, une énorme entreprise d'e-commerce, comme, je sais pas, Zalando, Amazon, Alibaba, à quel point, par exemple, le changement d'un wording d'un bouton ou d'un titre sur une page peut avoir un impact. Ça se chiffre en centaines de millions, voire en milliards de dollars ou d'euros. Donc ça, c'est si important d'avoir conscience de ça. Alors, avec qui travaille l'UX Writer? On a parlé un petit peu, il va travailler avec finalement tout le monde dans l'entreprise. Il va travailler avec les UX, les UI. Il va travailler aussi avec les product managers, tout simplement parce que l'UX Writer va aller gratter auprès du product manager pour avoir les specs, pour essayer d'être là un peu tôt dans la définition du produit, de la fonctionnalité. Donc, il y a une partie en amont, mais il y a aussi une partie en aval qui est tout ce qui est tech, c'est-à-dire que le UX Writer va travailler avec les développeurs, que ce soit pour l'intégration des wordings, la gestion des pluriels, la gestion du multilingue, le responsive, à tous ces sujets-là très techniques, mais qui sont liés à l'affichage de nos textes dans une interface. Et enfin, l'UX Writer, dans une moindre mesure, va travailler avec des personnes du marketing, donc le brand manager, le marketing manager, le CRM manager, pour parfois produire certains contenus quand ils sont nécessaires en fonction de la taille de l'entreprise, mais aussi, comme je disais, pour garantir cette cohérence dans l'expérience utilisateur. Typiquement, un brand manager va pouvoir fournir les brand guidelines à l'UX Writer qui lui-même va aussi les interpréter pour sa rédaction, pour son métier. C'est quoi la gestion des pluriels avec les devs? Très bonne question. Alors, il faut savoir que dans plein de produits, peut-être vous n'en rendez pas forcément compte, mais vous pouvez avoir, je sais pas, un t-shirt, des t-shirts, par exemple, sur un site e-commerce. Et bien ça, c'est un travail qui incombe à l'UX Writer et aux développeurs. C'est-à-dire qu'il faut savoir il faut en tout cas que le système soit capable de dire, OK, quand il y a
un item, c'est le singulier. Quand il y en a plus de un, c'est pluriel. Et ça veut dire que nous, quand on rédige, on doit aussi anticiper ces pluriels. C'est-à-dire qu'on va mettre 0 t-shirt, un t-shirt, des t-shirts, prendra un S. Pourquoi c'est important de bien gérer les pluriels? Tout simplement parce que si c'est mal géré, il y a des fautes d'orthographe sur l'interface. Mais il faut aussi savoir que quand on gère mal les pluriels, en français ou dans langue source, ça va être mal géré dans les traductions. Et il faut savoir aussi que l'anglais n'a pas le même système de pluriel que nous, mais il y a aussi des langues qui ont jusqu'à 5 ou 6 pluriels, parce qu'il y a entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 2 et 5, des choses comme ça. Donc, c'est aussi un travail qui peut retomber sur l'UX Writer. Alors, sur la fiche produit, éventuellement, j'ai pris l'exemple du t-shirt, mais c'est pour tout. En fait, ça peut être 0 notification, 1 notification, 3 notifications. Il faut pouvoir gérer ce genre d'affichage-là. Voilà. Et ça, ça ne peut pas forcément s'automatiser comme ça. Il faut aussi, nous, anticiper les différentes versions peut-être d'un wording. OK. Alors, on va parler un petit peu de process. Alors, ça va être un peu process dans le meilleur des mondes. Donc, j'imagine que tout le monde connaît le double diamant en design. L'idée, c'est, pour résumer, c'est d'avoir deux phases d'ouverture et de fermeture. Une phase de découverte, c'est-à-dire on va essayer d'ouvrir le champ des possibles autour d'une constatation, quelque chose qui ne marche pas, un écran qui n'est pas compris, etc. La découverte, la définition jusqu'à la création d'un brief. Ensuite, la phase de développement, où là, on va travailler sur tous les designs possibles, les flows, les tests, etc. Et ensuite, on va resserrer tout ça pour livrer finalement une solution viable, un produit, une fonctionnalité. Donc ça, c'est évidemment dans un monde idéal. Je connais peu d'entreprises qui appliquent le double diamant en permanence tout au long de la journée. Mais c'est, on va dire, un idéal vers lequel il faut tendre. Et là-dedans, dans cette partie-là, vous voyez, c'est très générique. Et le contenu dans tout ça? Alors ça, c'est une bonne question. Souvent, le contenu dans les entreprises, il arrive à cette phase-là. Et on va être totalement honnête, dans la plupart des cas, il arrive en phase de livraison. Ce que ça veut dire, c'est que nous, en tant que UX Writer, on va être appelé quand les tests ont été faits, c'est-à-dire quand la maquette a été faite et que certains utilisateurs l'ont testé. Et là, on nous dit, faudrait peut-être finaliser, donner un petit coup de polish sur les mots parce qu'on doit les faire traduire ou parce qu'on doit mettre en prod et il faut que ce soit quand même vérifié qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe. Alors, évidemment, pour un illustrateur, c'est hyper frustrant, tout simplement parce qu'il arrive en fin de chaîne, il n'a pas connaissance de tous les aspects de la fonctionnalité, il n'a pas eu accès aux maquettes en amont, donc il ne peut rien modifier, il ne sait pas forcément pourquoi certaines décisions ont été prises. Et au final, ça crée un illustrateur ultra frustré qui a l'impression de mal faire son boulot et qui finalement met des sparadraps un peu sur des maquettes. Alors qu'en fait, il faut se dire que quelqu'un qui est spécialisé en contenu, je ne donne pas forcément de nom à ce métier, ça peut être l'UX Writer, le content stratégiste, le content designer, et il aurait tout intérêt à intervenir à toutes les étapes de ce process de conception design. Pourquoi? Je crois aussi qu'Amandine en a parlé un petit peu hier, parce que quelqu'un qui travaille dans le contenu, il ne va pas forcément faire les mêmes recherches qu'un UX designer, par exemple. Il va chercher le vocabulaire employé par la cible, la cible de la fonctionnalité. Il va réfléchir à est-ce que le flow utilisateur, en tout cas la problématique est la même en français, en anglais, en allemand. Est-ce qu'il ne faudrait pas créer des parcours différents en fonction des langues? Ça, c'est la partie découverte. Ensuite, dans la partie définition, la personne qui gère le contenu, elle va tout simplement écrire dans la conception en tout cas des specs, dire « Ok, je trouve que comme en Allemagne et en France, par exemple, cette fonctionnalité ne fonctionnait pas du tout pareil, je pense qu'il faudrait faire des wordings directement dans les langues et pas de la traduction. » Ou alors, elle va définir « Ok, cette fonctionnalité étant touchant une cible très précise, je pense qu'on peut utiliser le jargon métier, par exemple. » Ensuite, dans la phase de développement, la partie la plus évidente, c'est que le contenu, évidemment, soit présent, mais soit présent à toutes les étapes. C'est-à-dire, dans la définition des flows, quel message on va faire passer dans quel écran. Je ne parle même pas de mots, mais de messages. Ensuite, comment on va mettre en forme ce contenu dans le wireframe. Comment on va travailler le tone of voice dans le mock-up.
si on fait des tests jusqu'à est-ce que nos wordings sont efficaces auprès des utilisateurs, est-ce qu'on peut lancer un A/B test, enfin en tout cas faire, pardon, pas d'A/B test, mais faire des tests de complétion de tâches par exemple. Ça, c'est la partie développement. Et enfin, dans la partie livraison, la personne qui est en charge du contenu a aussi un rôle très important parce qu'elle va faire du test. Elle va vérifier en pré-prod l'orthographe, l'intégration des wordings. Comme je disais, est-ce que les pluriels apparaissent bien ou pas? Est-ce qu'éventuellement, on passe facilement d'une langue à l'autre, rien n'est cassé? Est-ce que le design, par exemple, les composants se redimensionnent bien avec les wordings en français dedans. Vraiment, par la phase de livraison, il y a une phase un quality check en fait, de notre production de contenu. Donc ça, c'est dans un monde idéal, mais il faut savoir que de plus en plus d'entreprises en France réussissent au moins, je pense, à avoir le contenu aux étapes de découverte, de développement et de livraison. Donc ça, c'est aussi très, très positif. Évidemment, la manière de conclure ça, c'est de vraiment se dire que le contenu, il doit vraiment être pensé en amont, il ne doit pas simplement remplir des cases. J'ai mon ancien binôme, Julie Chabin, avec qui je travaille chez Deezer, qui disait ça qui utilisait cette métaphore et qui pour moi est vraiment évidente, c'est qu'on ne demanderait pas à quelqu'un de faire la maquette d'un livre sans avoir le manuscrit. En fait. C'est un peu ça l'idée. Ça vous semble évident, voilà, on ne mettrait pas en page, je sais pas, les fleurs du mal sans savoir que c'est de la poésie, par exemple. C'est un peu pareil pour nous, mais pourtant, dans le design, on commence par le mock-up et après on se dit quel contenu on va mettre dedans. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut, on va dire, c'est un état d'esprit qu'il faut changer. Et c'est pour ça, vraiment, que l'UX Writing doit faire partie du processus design. En quoi c'est bénéfique? Il y a vraiment pour moi des bénéfices pour tout le monde. Évidemment pour l'utilisateur, parce que l'interface, elle va être mieux conçue, elle va être plus efficace, elle va être plus claire. Donc, évidemment, ça va faire un utilisateur content. Ensuite, à votre travail avec un UX Writer, ou en tout cas, penser avec l'UX Writing en tête, c'est un gros bénéfice pour le designer et le product manager, et finalement, on va dire toutes les équipes avec qui l'illustrateur collabore. Et c'est une nouvelle manière de voir les choses. Tout simplement, c'est un nouveau mode de pensée, vraiment une nouvelle perspective. C'est-à-dire qu'un designer qui travaille avec un UX-writer ne pourra plus monter une maquette en 4e vitesse avec un design system parce qu'on lui demande d'aller vite. C'est plus possible. Et un product manager, il pourra plus non plus dire ok, oui, bon, je vais gratter 3 mots sur un coin de table et ça fera bien l'affaire. Non, parce qu'on se rend bien compte que notre performance, elle est quantifiable. Ça, c'est aussi intéressant. Et enfin, ça a aussi des gros bénéfices pour une entreprise parce que une interface efficace, c'est plus d'engagement, plus de rétention et une meilleure satisfaction utilisateur. Et pour terminer, je voulais aussi vous faire une petite vision de l'organisation dans laquelle un illustrateur peut s'intégrer. Donc évidemment, idéalement, on aimerait qu'un illustrateur soit dans chaque squad, dans chaque mini-équipe produit, ce qui fait à peu près ça. L'idée, ce serait d'avoir une sorte de trio, un peu un trio fantastique, avec un product designer, un product manager et un illustrateur qui travaillerait sur, on va dire, une partie de l'expérience ou un module d'un produit et qui donc seraient tous les 3 spécialistes d'un domaine et pourraient justement vraiment itérer très rapidement. Évidemment, ça voudrait dire que les UX writers ne travaillent pas entre guillemets ensemble en équipe, mais par contre, ils pourraient reporter à un responsable de contenu ou un responsable de l'UX writing, responsable du design de contenu, qui garantirait cette cohérence entre les différentes parties de l'expérience. Il ne faut pas se mentir, c'est encore rare. Dans la majorité des cas, voilà ce qu'on observe. C'est qu'en général, on est déjà bien chanceux quand on a un UX writer à sa disposition dans l'entreprise. Et il sert, entre guillemets, de manière ponctuelle, on va dire, il alterne entre les équipes. Alors, c'est ce qui se passe actuellement en France, tout simplement parce que le métier, la pratique est encore nouvelle, que les entreprises ont envie un peu de voir, ils ont envie de le voir pour le croire, l'impact du contenu. La seule crainte que j'ai en tant qu'illustrateur, c'est que en fait, on en demande beaucoup à cette personne qui est toute seule, qui est souvent attendue comme le messie pour régler tous les problèmes de contenu que l'entreprise peut avoir depuis des années. Et donc là, c'est le rôle aussi du lead designer ou du head of design, du VP design, de bien prioriser les sujets sur lesquels l'illustrateur doit travailler.
tout simplement pour qu'il ait le temps il ou elle ait bien le temps de travailler en profondeur sur le sujet et pas juste au final, d'être en mode Shiva et de travailler sur tous les sujets en même temps. Mais par contre, on voit aussi apparaître une tendance et qui est aussi hyper encourageante, c'est qu'au final, on voit apparaître des équipes du X-Writer. Donc, c'est le cas, par exemple, chez Open Classroom, au sein de X-Writer d'affaires, avec qui on a pu faire une conférence justement autour de leur fonctionnement d'équipe. Ça se passe chez Conto, c'était comme ça chez Deezer, ça se passe chez Blablacar, dans d'autres entreprises. En fait, il y a une sorte de petite agence du X-Writing avec des UX-Writers qui sont dépêchés justement les binômes design-produit. Ce qui fait que les UX-Writers ne sont pas forcément spécialisés sur une fonctionnalité, mais ils travaillent ensemble et ils peuvent échanger justement et améliorer leur pratique ensemble. Voilà. Et j'ai terminé. Je crois que j'ai parlé longtemps. Mais donc, je suis dispo pour des questions. Et voilà, je vous écoute. Merci beaucoup, Camille. C'était top, très clair. Je pense qu'on a remis un petit peu à plat la vision que tout le monde pouvait avoir du X-Writing et puis savoir aussi comment ça pouvait marcher dans différentes structures. C'est encore une fois le plus important. En tout cas, ouais, n'hésitez pas, on a encore 10 minutes pour échanger un petit peu ensemble si vous avez des questions, de savoir un petit peu comment soit appliquer ça dans votre milieu, dans votre métier, ou alors même revenir un peu sur les expériences de Camille. Je dois En tout dire que cas, je suis si. très contente de voir des anciens élèves. Ça fait très, très plaisir d'avoir vos noms. Je suis aussi formatrice en UX Writing. Et donc, voilà, ça fait toujours plaisir de voir des anciens étudiants qui sont là et qui ont bien aimé ce métier. Ouais, moi aussi. Salut Ariel. Moi, j'ai une question de nouveau sur le design system, parce que Ouais. dans celui qui a été partagé tout à l'heure là, de Blablacar, non, de Getaround, pardon. En fait, je ne vois pas les consignes rédactionnelles sur les composants. Alors, En fait, c'est dans un onglet séparé. Du coup, il faut vraiment faire un effort pour aller les lire et tout ça. Donc, en fait, c'est en ça que je me demandais comment est-ce que ça peut être présenté pour un composant spécifique pour que ça soit utilisable très facilement. Est-ce qu'il y a un exemple associé je suis en train de t'en trouver un. Alors, l'exemple numéro un, qui est un peu la Bible de beaucoup de rédacteurs, c'est Shopify, qui a un design system qui s'appelle Polaris, qui est très, très, très complet. Et en fait, qui a justement ce système de composants. Là, je suis en train de vous donner le lien. Hop. Et, hop. Et en fait, là, si tu veux, je pense que Torrent a aussi le souci peut-être de rapidité. Ils ont un peu fait deux onglets séparés. Mais l'idée, c'est plus de... Alors, hop, je te donne là. Hop. Voilà, un exemple sur les boutons, par exemple. En fait, ça dépend comment on pense son design system en tant que produit. C'est-à-dire qu'un design system, c'est un produit au sein d'une entreprise. Donc, c'est aussi chaque entreprise qui voit comment elle le structure en fonction de ses besoins, de la précision à laquelle, en gros, jusqu'où elle veut aller, c'est-à-dire vraiment pinailler sur le formatage d'un bouton ou juste utiliser plutôt des guidelines génériques, par exemple. Mais tu vois, si tu cliques sur le dernier lien que j'ai donné, par exemple, sur le bouton, il y a vraiment toutes les guidelines de contenu, c'est-à-dire comment on rédige un bouton. Voilà, il doit se formater comme ça, on met un verbe, pas un nom, etc. Donc, ça peut être défini de manière ultra précise, Ouais. comme ça peut juste être quelque chose de générique en mode, bon, un bouton doit faire passer une action, en gros, fais de ton mieux, quoi. Ça peut être aussi ça. Là, c'est super clair. Merci d'avoir partagé cet exemple. Je t'en prie. Et donc, il y a plusieurs design systems qui sont disponibles. Alors, c'est assez marrant parce que c'est beaucoup d'entreprises américaines, tout simplement parce qu'il y a aussi cette culture d'ouvrir un peu le travail qu'on fait, de l'open source, de présenter le travail, etc. En France, il faut savoir qu'il y a aussi des design systems ultra complets.
mais on a souvent peur de les partager, en fait. Il y a beaucoup de travail. En fait, c'est aussi pour dire, enfin, moi je me bats un petit peu aussi sur ce côté, contre ce truc qui dit, oui, aux États-Unis, ils ont beaucoup d'avance sur nous, ils font beaucoup de choses mieux que nous. Je sais que les anciens élèves le savent. J'aime bien dire aussi qu'en France, en fait, on fait beaucoup de choses hyper bien. C'est juste qu'on n'a pas forcément cette culture du storytelling, du partage, d'expérience. Et donc, il faut savoir que les exemples qu'on va vous donner, ils sont en anglais. Mais en France, il y a plein de super exemples aussi de design system, que ce soit au design et en contenu. C'est juste qu'ils ne sont pas disponibles. Donc, évidemment, les exemples que vous avez trouvés, ils sont tous en anglais. Ce qui veut dire que ce n'est pas nous, nos problématiques de rédacteurs francophones. Mais en tout cas, voilà, il y a des exemples comme Shopify, comme Adobe, comme HubSpot, comme Mailchimp, beaucoup d'outils B2B en fait, beaucoup d'outils un peu complexes qui ont besoin justement de garantir la cohérence. Mais Shopify, c'est l'oblige. Alors, je viens de trouver ce lien. Ouais, design système français, super. Il y a le système de Doctolib, il y a le système en effet de Getaround. Je sais qu'Adobe, Accor en a un, mais je ne suis pas sûre qu'il soit public. Donc voilà, c'est super s'il y a ce lien. Tu vois, je ne connaissais pas l'existence, Cécile, merci beaucoup. Lisa, pourrais-tu partager ton expérience personnelle où un chantier a été difficile pour toi? Alors oui, j'en ai plein. Alors, j'essaie de trouver un exemple concret. On va dire l'exemple le plus récurrent, c'est justement d'arriver en fin de chaîne, ce qu'on nous donne à quelque chose de déjà quasiment fini, on sait que rien ne va, et en fait, on nous demande, comme je disais, un peu de mettre un sparadrap sur une jambe de bois. C'est-à-dire que moi, chez Deezer, typiquement, j'ai un jour une PM qui m'a donné un projet en disant, voilà, il faut faire les mots. Et en fait, j'ai eu le malheur de lui dire que de toute façon, ça ne pouvait pas marcher. L'exemple, c'était qu'en fait, l'idée, c'était que le produit pour lequel je travaillais allait tous les jours, selon le jour de la semaine, proposer un type de contenu différent. Et donc, moi, elle me demandait de produire en fait des wordings par jour. L'idée, c'est d'avoir peut-être 5 wordings pour le lundi, 5 wordings pour le mardi, etc. Donc, sur le papier, aucun problème. Ça, c'est quelque chose qui est dans mes tâches. Et voilà. Sauf que moi, j'ai eu marre de le dire, oui, mais au bout du sixième jeudi, c'est quoi qui se passe? Elle m'a dit, oui, ça, c'est pas ton problème. Et en fait, ça, c'est ce genre de problématique que je rencontre et que je déteste parce qu'en fait, on est complètement exclu du process et en fait, on sait qu'on ne va pas faire du bon boulot. Et souvent, en tant que rédacteur, on a ce souci, on est perfectionniste. Et ce côté-là, ce n'est pas ton problème. Moi, par exemple, c'est très compliqué. Et un chantier qui peut être difficile aussi, c'est quand on est dans une entreprise où il y a beaucoup plus de hiérarchie, une entreprise qui est complexe parce qu'elle est grande, parce qu'elle est ancienne. Et donc, pour faire des changements, pour modifier des textes, etc., il faut déployer beaucoup d'énergie pour faire avancer ces sujets qui parfois peuvent sembler minimalistes. Donc, j'ai eu chez des clients, par exemple, où j'ai travaillé pendant des mois sur des sujets qui ne sont jamais sortis parce qu'en fait, au bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui a dit non, c'est pas prioritaire, etc. Donc, on va dire, ce qui est aussi parfois frustrant dans nos métiers, c'est qu'on doit vraiment déployer beaucoup d'énergie pour faire avancer des petites choses, en tout cas des choses qui sont très importantes pour nous, mais que les autres ne voient pas comme importantes. Donc ça peut être aussi une expérience un peu compliquée. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Ok, super. Est-ce que ça t'arrive de checker le contraste de la couleur de texte? C'est un travail d'UI. Par contre, comme dans n'importe quelle équipe, je peux me permettre de dire à l'UI en disant, tu vois, je pense que là, ce texte, moi, en tant que UX Writer, notre rôle, alors on a parlé d'accessibilité hier, c'est de faire en sorte que le texte soit accessible en termes de niveau de langue, de clarté, etc. Donc, typiquement, parfois, on met des petits textes en dessous des champs textes qui peuvent donner des exemples pour aider la complétion d'un champ, par exemple. Et souvent, les designers, ils aiment bien les mettre en gris pour que ça soit vu comme accessoire ou comme pas déterminant dans l'expérience. Et des fois, moi, je me permets de dire, ça, si tu as, par exemple, le gris il est trop clair. Moi, un utilisateur aura de mal à lire. Donc, si on met une information, par exemple, autant qu'elle soit plus visible
Donc ça, c'est pas vraiment de mon ressort, c'est pas ma responsabilité au bout du compte, mais je peux avoir un avis là-dessus, comme l'UI peut avoir un avis sur le wording que je vais produire. Voilà. Comment je m'intègre en tant que freelance dans une équipe, le positionnement est-il le même? Alors oui, le positionnement, il est le même, c'est-à-dire que quand je travaille sur des projets, je demande à arriver au moment des kick-offs. Donc, je travaille voilà, sur les wireframes, les maquettes, les tests, etc. Le positionnement, il est même. La seule différence, elle n'est pas négligeable, je pense que ça va être la dernière question, c'est qu'en fait, en tant que freelance, on a une liberté de parole que quelqu'un en poste n'a pas. C'est-à-dire qu'on peut se permettre, quand on arrive en tant que consultant, de dire rien ne va dans la maquette, rien ne va dans votre organisation, on va reprendre de zéro et on va tout mettre d'équerre. Il faut pas se leurrer. Souvent, quand on est consultant, c'est ce qu'on attend de nous. Mais c'est aussi ce qu'on attend de quelqu'un qui est recruté. Donc, il faut imaginer que l'UX Writer, il est attendu comme le Messie dans les entreprises. On lui demande de régler plein de problèmes. Et dans la majorité des cas, il va vouloir changer beaucoup de choses et ça va être compliqué. Donc, il faut se dire que voilà, la seule différence, le positionnement, il est le même. C'est juste que quelqu'un en CDI, si par exemple vous avez un UX Writer qui est tout seul dans votre entreprise, il faut se dire que de base, ce n'est pas évident pour lui, pour elle tous les jours, parce qu'en gros, il doit potentiellement modifier la manière de travailler de beaucoup de personnes pour lui bien travailler. Donc, si vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui arrive en tant que writer, essayez vraiment de lui laisser de la place, de lui laisser le temps de monter en compétences et voilà, et vraiment de chouchouter, quoi. Donc, pour moi, le positionnement, il est exactement pareil. C'est-à-dire que moi, j'arrive au même endroit, je travaille sur les mêmes trucs que quelqu'un en CDI, sauf que j'ai une liberté de parole beaucoup plus grande, donc je peux me permettre d'avancer peut-être plus vite parce qu'il n'y a pas, on va dire, cette couche, cet enrobage que je dois faire pour faire avancer les choses. Voilà, je vois si je réponds à ta question. Ok. Merci beaucoup Camille. On va s'arrêter là parce que bien sûr, on va pas trop dépasser le temps qu'on s'était dit. Merci à tous vraiment pour les questions que vous avez posées. C'était important, ça a permis d'éclairer pas mal de choses. En tout cas, Camille, si on veut continuer à te poser des questions, qu'est-ce que tu nous conseilles de... Alors, il y a plusieurs choses. Si vous avez des questions à moi très précisément, je suis toujours dispo sur LinkedIn ou Twitter. Alors, voilà, pareil, donc je réponds à des questions précises, il n'y a aucun problème. Et un peu pareil qu'Amandine, j'aime, avec ce nouveau monde, maintenant on peut avoir notre petit pass sanitaire et aller au café. J'aime bien aussi rencontrer les gens en vrai, donc je suis toujours dispo entre guillemets, dans la limite du raisonnable et en fonction du planning de boulot pour rencontrer les gens, discuter un peu s'ils veulent se reconvertir, s'ils ont des problèmes dans leur entreprise, pour les conseiller. Et ensuite, je fais partie avec Amandine d'un collectif qui s'appelle UX Writers FR. On organise des meet-up tous les mois à 2 mois autour de l'UX Writing. Et notre but, en fait, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles pour les gens qui ont envie de faire ce métier, de présenter les différentes disciplines, de mettre en avant des gens qui commencent ce métier, des juniors, des plus seniors, des francophones, des anglophones. Et on a vraiment envie, à terme, de faire grossir cette pratique, de faire grandir cette pratique en France et de faire grossir justement le nombre d'UX-writers en France et surtout de préserver et d'amplifier cette diversité qu'il y a dans ce métier, diversité de profil, d'âge, d'origine, parce qu'en fait, c'est un métier qui est ultra enrichissant et qui gagne vraiment à être découvert. Donc voilà, il n'y a pas de Slack, Cécile, mais voilà, il y a une chaîne YouTube, il y a des pages, LinkedIn et Twitter. Donc si tu cherches UX Writers, alors je vais mettre, on le cherche orthographié comme ça. Vous pourrez trouver sur Twitter, sur LinkedIn. Donc on est 3 à gérer ça, Amandine Aguitch et Cyril Letton. Vous pouvez nous contacter. On a également un email. Hop. J'espère ne pas me tromper. C'est ça, voilà. Donc, vous pouvez nous contacter. Et moi, personnellement, voilà, plutôt LinkedIn, Twitter et le collectif, voilà, tous ces biais-là, réseaux sociaux, mail.
Et voilà, on serait ravis d'avoir de vos nouvelles et aussi d'avoir des propositions de talk. On aime bien. Voilà. Génial. Bah, merci beaucoup. En tout cas, pour tous ceux qui ont envie de continuer à échanger, à poser des questions aussi, n'hésitez pas à venir sur la communauté de Notre Panique sur Discord. Je vous mets le lien. On parle souvent de différentes thématiques et l'UX Writing, bien entendu, en fait partie. Donc, n'hésitez pas. Et puis, ça pourra peut-être nous amener à faire de prochains événements en lien avec ça et à expliquer un petit peu plus les fondements de cette pratique. En tout cas, merci Super. beaucoup Camille, merci à tous Merci à vous d'avoir été tous. là et bah, je vous dis à très bientôt, à demain pour ceux qui ont envie de voir les résultats des travaux des étudiants. Mais bien sûr, encore une fois, tout sera en replay. Et sinon, bah, on se retrouve pour le prochain Horizon UX. En tout cas, merci à tous, à bientôt.